Retour gagnant, comme toutes les semaines, sur la page YouTube d'Eurosport, sur HBO Max également, pour parler de tennis, pour parler de cette finale remportée par Carlos Alcaraz, la finale de l'Open d'Australie 2026. Victoire en 4-7 de l'Espagnol face à Novak Djokovic, 7e grand chelem dans l'escarcelle de Carlos Alcaraz, plus jeune joueur à se doter des 4 grands chelems à 22 ans seulement. On en parle avec Laurent Verne, toujours invaincu contre Ivan Lendl. C'est un garçon qui n'a jamais perdu contre Ivan Lendl. Et contre Carlos Alcaraz. Oui. Ah, j'ai cru qu'il y avait une défaite en deux. Non. Il a battu Juan Barcels, l'Espagnol, au premier tour, l'Open d'Australie 2001, Nicolas Escudé. Ça va, Nico? Très bien. C'est une belle victoire, ça. 6-4 au 5e. Je m'en souviens pas. Moi non plus. On parle de cette finale remportée en 4-7. Déjà, Nico et Laurent, votre avis? Est-ce que vous avez vibré, Laurent, sur cette finale en 4-7? Comment vous la placez, cette finale de l'Open d'Australie? J'allais dire sur la quinzaine, mais aussi sur les dernières finales de Grand Chelem qu'on a vécues. Sur la quinzaine, évidemment, il restera ce que j'ai appelé le Super Friday, ce qu'on a vécu vendredi. C'est une journée dont on reparlera dans 10, dans 20, dans 30 ans. Cette finale, elle sera un petit peu plus anecdotique pour sa qualité, on va dire. Mais il y avait cette dimension historique, tellement d'enjeux, qu'elle était en tout cas hyper excitante avant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas été excité comme ça avant. Après, pour moi, elle a été à peu près conforme à ce qu'on pouvait attendre quand même. Parce que je pense que la dimension physique, il y avait une grosse interrogation autour de Novak Djokovic, plus que pour Carlos Alcaraz, je pense. Donc le scénario m'a pas vraiment surpris. Il a peut-être manqué, si Novak avait pu prendre ce 4e set là, on aurait pu rentrer dans une dimension un peu épique, vraiment proche de ce qu'on a vécu vendredi. Ce sera pas une immense finale, mais c'est quand même un très très grand moment de tennis pour moi. 4-7, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, ça a duré 3h02. Nico, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ce premier set remporté par le Serbe? Tu te dis c'est du grand n'importe quoi déjà, ou tu te dis... C'est pas forcément illogique. Quelque part, Novak sait très bien que quand il a joué, même en règle générale, mais d'autant plus Sinner et Alcaraz, d'autant plus avec le match qu'il a eu en demi-finale, faut de suite arriver, au-delà de mettre la main sur le match, mais essayer de remporter quelque part tous les sets qui vont pouvoir arriver à se présenter. Asseoir encore un petit peu plus le côté effectivement exceptionnel de ce qui est en train de se passer pour potentiellement un 25e titre pour lui, de mettre le doute encore plus dans la tête d'un Alcaraz, qu'il avait battu ici même l'année dernière, pour qui c'est aussi une nouveauté, se retrouver en finale là, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui pouvait manquer à l'Espagnol. Donc non, pas surpris quelque part de l'entame de Novak, qui en plus est dans la continuité de ce qu'il avait pu produire face à Sinner. Mais tu te dis quoi? Alors c'est facile de le dire maintenant. Est-ce que tu te dis... ok, il a peut-être pas beaucoup d'essence, il a peut-être pas 4 heures dans les jambes. Le premier truc que je et il se dit, allez, je commence à tomber battant, quoi. Maintenant, il va falloir arriver à tenir ça pendant encore 2 heures. C'est ça. Va falloir Tu arriver te dis pas, il met tout là maintenant. Mais, enfin, tout, si, il est obligé de tout mettre tout le temps. Il n'a pas le choix. Mais voilà, ça, là, il va falloir le tenir encore pendant le 2e, pendant le 3e, potentiellement le 4e, et sans parler du 5e. Et que là, on rentre dans une analyse un petit peu plus pointue, où on se dit, avec un petit peu de recul, il a le réservoir qui n'est pas plein. Donc j'ai un léger doute sur le fait qu'il arrive à pouvoir le tenir. Et après, sur le jeu des vases communicants, lui baisse un petit peu, et Alcaraz, lui, commence à prendre la mesure de cette finale, commence à orienter aussi tactiquement. J'ai trouvé des choses un petit peu différemment de ce qu'il avait pu faire. Et puis il y a une mini fenêtre qui s'en trouve dans ce 4e set, alors qu'il est sur le fil pendant toute la 4e manche. 6 balles de break entame de 4e set pour Alcaraz. Si là il fait le break, je pense que c'est plié très très vite. Il a forcément le bras qui tremble un petit peu avec ce coup droit qui lui échappe en longueur. Mais voilà, il n'y a rien d'illogique sur le résultat final. Tu te dis quoi, Laurent? Il y a un point de bascule. Est-ce que c'est le premier jeu de la 2e manche? 6 de Novak. On a l'impression qu'il n'est pas rentré dans sa finale, comme l'a dit Nico, Carlos Alcaraz. Là, il augmente son niveau de jeu. On sent qu'il est rentré et physiquement, il rentre dans... Je trouve surtout que, oui, clairement, le point de bascule, il est là. Il est assez facile à trouver, mais j'ai plus l'impression quand même que Alcaraz, il fait pas un jeu incroyable au moment où il le break. De mémoire, il y a juste un coup gagnant pour lui. C'est ce coup avec la bande, là, vraiment miraculeux. Mais c'est plus Djokovic qui passe au travers de ce jeu.
Après, moi, il m'a vraiment fait penser à une finale de Grand Chelem, c'est un match de tennis en 5-7, mais notamment une finale de Grand Chelem, c'est pas un sprint, c'est une course de demi-fond, voire de fond. Et moi, il m'a un peu fait penser à un nageur sur 400 ou en athlétisme, quelqu'un sur 1500 qui partirait très très vite. Parce que, effectivement, comme disait Nico, je pense que il savait quand même qu'il n'avait pas la caisse pour tenir probablement sur la durée. Après, je trouve que ce qui était intéressant pour lui, c'est que ça allait très vite dans les deux sens. On s'est retrouvé à 1-7 partout en quoi 1h15. Voilà. Ouais. Donc il n'a pas perdu le premier 7-6 en 1h20, auquel cas ça aurait été terrible. Donc ça me laissait un espoir pour lui et je me disais que peut-être, à un moment donné, s'il arrivait à tenir, et j'ai pensé à ça notamment au début du quatrième, que peut-être il y aurait une ouverture pour lui. Et elle n'était pas loin. Bon, la on balle l'a de tous break, pensé, hein. voilà. Mais après, oui, je suis d'accord sur l'ensemble du match. Ça a été conforme à ce qu'on a vu et à ce qu'on pouvait attendre. À Roland contre Sinner, il est dominé aussi largement, mais il arrive à faire basculer le truc et d'une certaine manière, je ne vais pas dire que sa victoire était illogique, mais elle n'était pas conforme à ce qu'on avait vu, en tout cas pendant très très longtemps sur le Philippe Chatrier. Là, le scénario, il avait un petit côté... Décrit. Ouais. On le voyait venir d'assez loin quand même. Il y a le fait qu'ils s'affrontaient pour la 10e fois tous les deux. On galvaude souvent cette notion d'expérience, Nico. Elle joue l'expérience pour Novak Djokovic qui joue une 38e finale de Grand Chelem. 38. C'était la 8e de Carlos Alcaraz. Ou est-ce que non, on oublie Elle joue, mais elle joue pour les deux. Elle joue pour les deux. Elle joue pour les deux. Il n'y a pas un avantage pour le Serbe Non, parce que c'est sa 11e. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on voit maintenant Alcaraz où il en est dans les titres, à l'âge qu'il peut avoir, donc des finales de Grand Chelem, il en a joué, il en a gagné, il en a perdu. Il les joue presque à chaque fois maintenant. Il joue presque effectivement à chaque fois. Alors la seule incertitude, c'était que effectivement c'est la première en Australie. Objectif de l'année, clairement affiché en plus par lui dès la fin d'année dernière, avant l'intersaison, réannoncé en début d'année, où j'ai même encore pu lire ce matin avant la finale qui disait je peux laisser les 3 autres titres du Grand Chelem C'est ce qu'il a dit si je gagne. Ma saison, elle est finie. Si je gagne cet Australian Open. On y croit à ça, la saison Je pense vraiment que le Grand Chelem en carrière, le faire, c'est... Tu règles ce problème-là, tu sais jamais ce qui peut se passer derrière. Il peut se blesser, il peut y avoir un monstre qui arrive, qui émerge et peut-être que, là, on peut dire, oui, c'est sa première finale à Melbourne. Oh, il avait le temps, mais t'en sais rien, en fait. Donc, s'il pouvait régler ce problème-là dès maintenant, il fallait qu'il le fasse. Donc, je pense que pour lui, il bluffait pas quand il disait, le grand objectif de 2026, pour moi, c'est gagner l'Open d'Australie. Et je pense que, oui, après tout ça est théorique, évidemment, mais quand on lui dit « tu préfères faire le petit chelem avec les 3 autres ou gagner que Melbourne » et qu'il dit « je prends Melbourne », après, évidemment, il est à Melbourne, c'est facile à dire, mais je pense qu'il était sincère. Ça libère aussi quelque chose là-haut pour le reste de la saison aussi. S'il passe, entre guillemets, à la trappe et qu'il n'arrive pas à accrocher cet Australien en début d'année, alors qu'il n'en était pas forcément loin et que c'est son objectif de saison... Les autres, il les a déjà accrochés et il sait que l'année prochaine, il va falloir repartir sur un cycle avec cette Australienne qui lui manque toujours. Là, là il est complètement libéré. Là, il a un luxe dingue maintenant. Enfin, il a 22 ans. Il a tout gagné, en tout cas pour ce qui est du Grand Chelem. Donc, il a déjà gagné les 3 Masters 1000 sur Terre. Je vois pas... peut-être il lui manque Paris, il lui en manque quelques-uns, mais à terme, tu te dis que... Il peut se faire le palmarès d'un Djokovic, en termes de « j'ai tout gagné » en tout cas. Il n'y a rien qui lui est interdit. Il va quand même falloir voir s'il va faire le doublé à Rotterdam. Oui, ça c'est vrai. Et on suivra Rotterdam sur HBO Max et sur Eurosport, avec Nico d'ailleurs. 9e joueur à gagner les 4 grands chelems différents. C'est le plus jeune, c'est juste dingo. Il a seulement 22 ans, bientôt 23 ans dans quelques mois. T'as les 8 qui le précédaient Perry, Budge. Ouais. Tu les fais dans l'ordre en plus. Ah bah oui, c'est plus facile. Perry, Budge, Lever. Ouais, Lever. Le 4e, il est plus piégeux. Agassi il est 5e. Il y en a un entre Lever et Agassi. Ça commence par Emer et ça finit par Son. Bien sûr, Emerson, ouais. Agassi, puis le Big Free et 22 ans. Et maintenant, Carlos. 22 ans, Nico. C'est jeune. C'est pas une fin en soi. Tu l'as dit, Laurent.
Mais Non, on peut se dire, ouais, c'est fait quoi, 22 ans. C'est Mais ça. il Pour moi, c'est ça. est en avance. Il est en avance sur les temps de passage. Il est en avance sur tout. Ça y est, ça commence à s'agiter sur le fait de il va pouvoir aller chercher le titre, les 24, 25 grands chelems pour dépasser, supplanter un petit Ça, peu il les en est autres. loin encore, mais bon. Mais c'est le but. Il reste de la route. C'est le but. Je ne sais même pas s'il y pense aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il est dans cette démarche aujourd'hui. Et ce serait limite un piège de tomber là-dedans. Il faut prendre tout ce qu'il a à prendre. Il est jeune, certes. On l'avait vu dans le reportage Netflix de l'année dernière où un Ferrero était venu piquer un petit peu son joueur en lui disant je ne suis pas certain vraiment qu'il veuille devenir le plus grand joueur de tous les temps parce que pour aller les chercher, il faut en gagner un minima 2 pendant je ne sais plus combien d'années. Bon, la preuve en est que là, pour l'instant, ça se passe relativement bien, mais il va falloir arriver à tenir dans la durée. C'est ça, parce que pour en gagner 20, même sans parler des 24, mais pour en gagner 15 ou 20, il faut durer. Djokovic, par exemple, son 7e titre du Grand Chelem, il avait 27 ans. Ça paraît très vieux, il est très en retard par rapport à Alcaraz, qui lui a 22 ans et demi, on va dire. Sauf que derrière, dans la trentaine, il a gagné comme jamais personne dans l'histoire du tennis n'avait gagné à partir de cet âge-là. Donc, est-ce qu'Alcaraz sera toujours aussi fort, toujours aussi motivé, surtout dans 5 ans, dans 10 ans, mais personne n'en sait rien. Lui, le premier. Et avec un Novak qui, en plus, il y a eu une année, jouait le Grand Chelem Calendar. Oui, en 2021, oui. Et puis, et encore, Djokovic, il en a peut-être perdu quelques-uns. Sa disqualification à l'US Open, Wimbledon annulé en 2020, son absence en Australie une année à cause de sa non-vaccination. Voilà. Donc il aurait peut-être pu même être à 25, 26, 27, mais on ne peut pas refaire les carrières et peut-être que ça a été aussi ces échecs-là, peu importe la raison, une forme de motivation pour rebondir et pour continuer d'aller en chercher d'autres. Est-ce qu'Alcaraz aura toujours ça ? J'en sais rien. Je reste sur Carlos Alcaraz avant de passer sur le Serbe, évidemment. 7e Grand Chelem remporté. Le changement d'entraîneur. On se dit, c'est parfaitement fait. Samuel Lopez, c'est pas un inconnu, Nico. Il est déjà dans le staff de l'Espagnol, par exemple, ces dernières années. Ça se passe en douceur. On a beaucoup parlé de ce changement d'entraîneur. On a l'impression que Oui, mais regarde, rien que dans ce que tu viens de dire, il y a pour moi un non-sens. Il n'y a pas de changement, d'entraîneur. Il y a effectivement un membre plus qu'important de son staff qui était la figure tutélaire. Qui est son entraîneur en chef. Exactement, qui drivait un petit peu tout, qui le connaît depuis ses plus jeunes années, qui l'a façonné, qui l'a armé, qui l'a accompagné. Avec qui ça se termine. Pour les raisons qui leur appartiennent. Mais il n'y a pas de changement en soi. C'est un super luxe. C'est pas avoir à travailler avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un super luxe. J'ai Nicolas Escudé comme entraîneur. Je veux m'en séparer. J'invite Laurent Vergne à déjà commencer à travailler avec nous avant que Nico... C'est un luxe. Et je gagne derrière. C'est un luxe de dingue. Alors, souvent, il y a un divorce et puis... Non, mais quand on le regarde avec des Rogers, quand on le regarde avec certains grands joueurs où à un moment donné, ils ont même pu fonctionner seuls, même au niveau français, un Joe qui a fonctionné seul à un moment donné. Alors certes, il est jeune, mais il a déjà un tel palmarès, il a déjà, quoi qu'on en dise, une telle connaissance de lui, une telle maturité aussi, et on l'a eu sur cette Australienne, que alors certes, ça a dû peut-être être un petit peu compliqué au début à gérer, et du moins à assimiler, mais il n'y a pas eu quelque part de changement, à avoir à fonctionner avec une personne différente, un discours différent. Des nouvelles méthodes. Exactement. Donc voilà, c'est quelque part dans la continuité, avec certainement des petits trucs avec Lopez, des petits trucs en plus à apporter, mais... ça ne m'étonne pas, et même l'année dernière, du moins quand on avait appris ça, et forcément ayant à répondre à certains médias, on posait la question, oh là là, mais comment il va faire, on va vite voir. Je dis, mais il ne faut pas être inquiet plus que ça. Jusqu'où ce garçon ? Alors on parlait de ces changements de service, par exemple. Laurent, dans quel domaine tu vois Carlos Alcaraz s'améliorer encore sur les prochains mois, sur des prochains tournois, sur d'autres surfaces? C'est la meilleure version du Carlos Alcaraz que tu as vu là? En tout cas, que tu vas me parler de la finale de Roland Garros et tu vas me dire que c'est peut-être pas la meilleure finale qu'il ait déployée. Non, ce que je veux te dire, c'est plutôt que moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est le chemin qu'il a parcouru là en 12 mois. Le Alcaraz du début de l'année 2025, qui perd en quart de finale à Melbourne contre Djokovic, qui était quand même déjà un super champion. Il avait déjà gagné
plein de titres du Grand Chelem, mais je trouve qu'il a évolué là en un an de manière vraiment impressionnante, et notamment au service. Alors on a parlé de son geste, mais je trouve que c'est vraiment l'année dernière qu'il a fait ce gros travail. Aujourd'hui, je me souviens qu'il y a quelques jours, il y avait Justine et Bertrand qui commentaient, je ne sais plus quel match d'Alcaraz, et où Bertrand demandait à Justine qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, ou qu'est-ce qu'il fait un peu moins bien. Et Justine était bien embêtée pour répondre, parce qu'il est tellement complet, il a tellement de variété dans son jeu. Je trouve que là, sur les 2 derniers matchs, on a vu ce qui sépare vraiment Sinner d'Alcaraz. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare, mais il a quand même plus d'options dans son jeu, plus de variété. Et là où Sinner s'est un peu enfermé dans une filière, un petit peu, je caricature, mais comme s'il avait un plan A et pas vraiment de plan B, là aujourd'hui, c'était pas le cas d'Alcaraz, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ce qui le distingue de tout le monde, y compris de Yannick Sinner. Et donc oui, on peut toujours progresser, et ces joueurs-là, ils ont sans cesse envie d'évoluer. C'est aussi leur force, mais là, il a placé la barre très très haut depuis un an pour moi. Nico, il va dire, dans quel domaine, Nico? Carlos Alcaraz peut, j'allais dire, être un autre joueur. C'est pas la peine qu'il soit un autre joueur, mais progresser. Où est-ce que tu le vois travailler ces prochains mois, ces prochaines années? Être encore plus régulier au niveau service. Il va pouvoir éventuellement évoluer aussi, quand je parle du service, sur la qualité de sa deuxième balle. Alors là, on est dans le c'est même plus le micro, dans le fignolage. Même plus dans le micro de détail. Tout comme on avait déjà pu le voir l'année dernière pendant l'US, et on l'a revu même sur la finale au niveau retour. Lui qui avait tendance à se tenir relativement près de sa ligne, de décrocher par moment et par rapport à certains moments du match pour retourner d'un petit peu plus loin. Il sait tout faire, et je rejoins complètement Laurent sur le panel de coups et la réalisation, parce que c'est facile de dire je sais à peu près tout faire, mais d'arriver à le faire. Et quand tu le fais... Exactement, et quand tu le fais, et techniquement de pouvoir arriver à le répéter. Il sait effectivement tout faire. Et il arrive en cours de match à pouvoir arriver à réorienter aussi tactiquement certaines choses qui ne fonctionnent pas forcément. Parce que parler effectivement de Sinner face à Djokovic sur la demi-finale, j'étais fou devant ma télé de voir Sinner. Par moment, il y avait des jeux entiers, des séquences complètes où Sinner ne jouait que le revers de Djokovic. Alors certes, sans dire que Djokovic était en feu côté coup droit, parce qu'il y a quand même une maîtrise de ce côté-là. Ok, ça peut être le cas, on peut laisser, mais c'est quand même du côté coup droit que Djokovic, à un moment donné, peut flancher. Début de match aussi, là, malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément bien rentrés dans sa partie, Alcaraz et Djoko, il était très souvent en revers. Djoko, coup droit, ça fonctionnait, mais à un moment donné, à partir du deuxième, on a senti un Djoko aller appuyer beaucoup plus sur ce côté-là, jusqu'à le détruire. Donc, il a maintenant cette lucidité sur le terrain à pouvoir arriver à ajuster certaines choses. Il est beaucoup plus stable. Et pour moi, on parlait de chef-d'œuvre, grande finale. Pour moi, le chef-d'œuvre absolu est la finale de l'US, le concernant. Donc là... C'est se faire moins peur, Laurent. Est-ce que tu te dis, Nico aussi, la demi-finale contre Alexander Zverev, il doit la perdre? Parce que l'Allemand... elle est particulière quand même. Mais parce que se faire moins peur sur des quinzaines comme celle-là, est-ce que tu te dis... L'Allemand avait toute sa place aujourd'hui en finale. Est-ce que tu te dis Alcaraz? Mais sauf qu'il n'y est pas, il n'y a pas de hasard. S'il s'en sort vendredi, déjà, il n'y a pas de hasard. Malgré le contexte, malgré ses crampes, malgré le fait que Zverev sert pour le match. Ça t'agace, l'histoire des crampes? Non, ça ne m'agace pas du tout, mais c'est un... Ça en est ou pas? Ah oui, il a rappelé. Je pense pas qu'il se soit amusé à être là. Non, mais il a rappelé que c'est pas à l'arbitre de dire. Il a rappelé que c'était au médecin et au kiné de dire. Ça, on peut revenir dessus, mais c'est un épiphénomène. C'est pas. Tu vas pas retenir ça de la quinzaine. Je pense que Zverev avait raison de pousser un coup de gueule. Il est dans son rôle, et je peux comprendre pour le coup qu'il ait l'impression que c'est pas normal qu'il puisse prendre un medical timeout à ce moment-là. Mais enfin, on va pas revenir là-dessus sur la quinzaine ou même sur la demi, quoi. Voilà. C'est pas là-dessus qu'il perd Zverev. 2 heures après, il sert pour le match. Donc on va oublier ça. Mais est-ce que Zverev avait sa place? Bah non, puisqu'il a perdu en demi. Un match qu'il aurait pu gagner. Je dirais pas qu'il aurait dû, mais il aurait pu. Après, ça montre va laisser aussi... des traces. Pour Zverev? Ouais. Moi, je pense Il a prévu la tournée sud-américaine là derrière ou... Je pense pas, non. Je pense qu'il est vacciné. Honnêtement, je pense que cette défaite-là, paradoxalement, va être moins dur à digérer pour lui que la finale de Melbourne l'an dernier. Je crois que la finale, il est arrivé
en se voilant la face et en se disant « je peux gagner ce match ». Il a pris une énorme claque, il n'a pas existé contre Sinner. Et là, il a vraiment, pour moi, il l'a traîné toute l'année. Il s'en est jamais remis. Là, même si c'est hyper douloureux, il sort de là quand même en se disant « j'étais quand même pas loin de battre Alcaraz ». Alors oui, peut-être un Alcaraz un peu diminué physiquement, quoiqu'à la fin, ça avait l'air d'aller quand même. Mais je pense qu'il peut tirer vraiment plus de positif de ça que de la finale de l'année dernière, où finalement il bat Djoko sur abandon en demi et derrière, il n'existe pas. Donc, et je crois vraiment que ça avait été un gros coup sur la tête pour lui l'année dernière. On s'intéresse à Novak Djokovic dans quelques instants. Un Monaco, on reste sur 9 grands chelems consécutifs. Sinner, Alcaraz. Il faut remonter à l'US, je me trompe pas, 2023 avec Novak Djokovic. Donc 9 à la suite, soit pour l'Italien, soit pour l'Espagnol. Ça va durer cette histoire ? C'est une question qu'on nous a posée à tous les consultants en début de saison, de savoir est-ce que... Mais tu le vois, est-ce que tu crois qu'on pourra dire ça fait 16 sur 16, Nicolas ? Tu vois, alors, ça à la finale, fin de 2007 Alcaraz, Sinner, la preuve en a été là, non. Pas finale, mais celui qui soulève le trophée. Qui soulève le trophée, c'est bien parti. C'est bien pour le tennis, ça ? Je ne sais pas si c'est bien pour le tennis. Après, on a eu ça, on l'a eu pendant quelques années avec Federer et Nadal. Mais seulement 2 où ils avaient tous les... Federer et Nadal, entre Safin gagne à Melbourne en 2005, et après il a fallu attendre Melbourne 2008 pour trouver quelqu'un d'autre qui gagnait. Donc. Et je ne crois pas que les gens étaient lassés parce que Federer et Nadal offraient des moments extraordinaires, qu'ils n'étaient pas tout à fait sur le même territoire, qu'il y avait cette différence de style, etc. Pour moi, c'est pas un problème. Tant qu'ils nous offrent régulièrement des moments comme on a vécu vendredi, comme on a vécu en finale de Roland, pourquoi se lasser de ça ? Et je ne sais plus qui avait dit en début, quel consultant avait dit en début d'année, on se lasse pas on s'est pas lassé de Federer Nadal et on se lassera pas de Sinner Alcaraz. Si on est à 16, si là on est à 9. Ils se partagent les 9 derniers. Ouais, mais si on est à 16, c'est loin. Ce que je trouve d'intéressant, mais je pense qu'ils vont en prendre quand même un petit peu la mesure, et qu'on a donc vu avec la période de Roger avec Rafa, c'est que cette période-là où ils ont tout resté ont permis en dessous à certains joueurs dans des Murray, dans des Novak. Pas de bol. Mais des Murray, pas de bol d'être contemporain ou des Stan. Mais ils sont quand même allés chercher les titres. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. C'est pour ça. Stan avec 3 grands chelems. Oui, mais c'est triste d'être contemporain de ces gars-là. Non, parce que t'as au-dessus, c'est un moteur au-dessus. Quand t'as quelque part l'excellence au-dessus, normalement, ça doit t'aspirer par le haut. Ça doit te montrer justement à chaque fois que tu as à les affronter et pas forcément gagner, ce qui te manque encore à avoir, à travailler, dans quel secteur tu dois encore évoluer. Donc, ça te fait avancer. Exactement, il va falloir qu'en dessous, et je pense qu'ils sont en train de le... Alors, je dirais pas forcément tous, parce qu'il y en a qui restent encore sur le circuit, parce que souvent on parle d'un Novak aujourd'hui qui reste le numéro 3. Clairement, mais un Zverev reste le numéro 4 ou 3. Aussi, Novak 3 demain lundi. Mais un Zverev qui lui aussi a été traumatisé par la génération d'avant. Les générations actuelles qui arrivent, les Musetti, les Shelton, les Federer, les Nadal, les entre guillemets branlés qu'ils ont pu prendre, du moins l'ancienne génération face à ces joueurs-là, les finales perdues et autres, cette génération-là, elle n'a pas vécu. Alors certes, elle commence un petit peu à le vivre avec les Sinner Alcaraz, mais ça doit être un moteur. On a enflammé sur Daniel Medvedev, sur Stefanos Tsitsipas. On les a enflammés aussi sur la next gen. Ouais, mais ils se sont fait concasser. Ils se sont fait concasser, derrière. On parle de Novak Djokovic, il a quand même 38 ans. Est-ce que c'est sain, Laurent, Nico, de continuer à cet âge-là? Non, mais de retrouver un gars qui est un champion de dingue, qui a 38 ans, qui est en finale de Grand Chelem. Est-ce que c'est sain pour ce sport? Est-ce que c'est pas difficile pour les petits jeunes, les Yannick Sinner et autres, je parle de lui parce qu'il a perdu en demi, de voir qu'un gars de 38 ans, il se balade encore toujours autant. Ce serait grave s'il avait fait Grand Chelem à 37 ans, et qu'il gagnait tout le temps, partout, et qu'il mettait des tannés à tout le monde, sur toutes les surfaces, à 38 piges. Mais c'est pas le cas. Là, ce qu'il a fait, d'abord, il faut quand même... C'est un miracle, hein. Ouais, c'est... Musetti, c'est un miracle s'il lui arrive. Il est mené de 2-7-0. Et puis ça fait 1 an que Djoko, il perd, depuis sa victoire contre Alcaraz à Melbourne, qui se fait quand même, je veux dire, les 3 demi-finales suivantes en Grand Chelem. Il perd 2 fois contre Sinner, 1 fois contre Alcaraz. Il prend jamais un set. Donc là, on est dans une forme de norme. Après, ce qu'il vient de faire, il ne faut pas oublier que c'est Novak Djokovic, quoi. On parle du plus grand champion de l'histoire du tennis, tout simplement. Il n'y a pas de débat. Ah bah non, il n'y a pas de débat. J'imagine s'il avait eu 25 aujourd'hui.
Il n'y a pas de débat. Même sans le Mais 25. même sans le 25. Oui, parce que regarde, qui est le dernier joueur à avoir battu Carlos Alcaraz en Grand Chelem? Or, Yannick Sinner. Mettons Sinner Oui. Alcaraz de côté. C'est Melbourne Ok. 2025. C'est Djoko à Melbourne. Qui est maintenant le dernier à avoir battu Sinner en Grand Chelem hors Alcaraz? C'est encore cette Novak demi-finale. Djokovic. Donc il est... Après, la difficulté pour lui, c'est que s'il veut gagner un Grand Chelem, jusqu'à preuve du contraire, il va falloir qu'il batte les deux. Et ça, c'est quand même, là on l'a vu, une Il l'a mission- beaucoup dit avant cette édition. En s'enlevant un petit peu de pression, on avait l'impression, attention, il y a les 2 meilleurs joueurs du monde, il va falloir les battre pour gagner un Mais Grand c'est pour Chelem. ça que quelque part, il n'en a jamais été aussi près. Oui, Quand parce on que, voit le parcours qu'a été le sien. parce que si Zverev gagne son jeu de service au moment où il sert pour le match vendredi, que Djoko joue Zverev en finale, c'est pas la même quand même. Mais Nico, est-ce que c'est normal qu'un gars de 38 ans, il se promène face à des petits minots C'est pas un gars de Parce que- 38 ans, c'est Djokovic. oui, mais alors, c'est Novak Djokovic, donc avec les très grands champions, forcément, il y a, sans parler de côté irrationnel par moment, mais voilà, ils sont en maîtrise, ils dégagent quelque chose. Même Musetti, je reviens souvent sur ce match-là, même Musetti, avant d'affronter dans sa conf de presse sur son tour précédent, où donc il sait qu'il a Novak à jouer derrière, il dit, mais face à Novak, c'est pas tennistiquement que pour moi c'est le plus compliqué, c'est ce que Novak représente. C'est de l'avoir en face. C'est de l'avoir en Oui. face de l'autre côté du cours. C'est de savoir que ce gars-là a 24 titres du Grand Chelem, qu'il est ici à Melbourne chez Mais lui. il a 14 ans de Donc, plus que toi. c'est le- Il a 14 Oui. ans de plus que toi. Mais un Novak, je reviens là-dessus, sur il se retrouve face à Sinner, c'est juste démentiel ce qu'il fait. Mais parce que c'est Novak. La finale, quoi qu'on en dise, c'est aussi dingue ce qu'il arrive à produire avec le match qui s'est cogné en demi-finale. Mais il ne faut pas oublier les 2 matchs d'avant. Le premier gros test de cet Australian Open, normalement, où il devait avoir un petit combat et autres, c'était Mensik. Mensik en 8e. Qui Mensik l'avait battu en finale à Miami l'année dernière. Derrière, s'il s'en sortait, c'était un Musetti. Pour après arriver sur un Sinner. Donc, et tout ça, quelque part, quand je dis qu'il est arrivé sur les demi-finales avec tous les voyants ouverts, le seul voyant qui n'était pas allumé pour moi, c'était sa qualité tennistique. Ouais. Parce que ces 2-7 contre Musetti, on l'a vu extrêmement entreprenant, commettre beaucoup de fautes directes, vouloir prendre le jeu à son compte, et c'était pas réglé tennistiquement. Et quand on voit qu'il a réussi à la régler derrière. Donc, il était pour moi jamais aussi près de pouvoir arriver potentiellement à s'enchaîner les 2 autres, voire après Sinner, comme l'a dit Laurent, potentiellement avoir Zverev de l'autre côté. Je pense qu'il aurait préféré. J'imagine. Ça bosse bien. Donc ça bosse bien sur la relève. Qui- Malgré, hors Sinner Alcaraz, de voir que ces garçons-là, ils ont quand même toutes les difficultés face Ouais, à mais il y un a des gars joueurs qui qui a... avancent et chacun, un mec comme Deminor par exemple, alors oui, on peut dire, oh, il a encore perdu en quart de finale, il avance pas. Comme Roblet. Si, je trouve qu'il a beaucoup progressé, Alex Deminor. Et moi, c'est vraiment un joueur que j'ai très envie de suivre cette année et de voir. Parce que je trouve qu'il est en train de franchir un cap. Alors c'est facile de... Enfin, T'as arrêté de te difficile dire, je vois ça toujours le même maintenant. scénario. Ah bah il arrive en quart. Ah bah... Si, on voit toujours le même scénario et il a pris 3-7 contre Alcaraz, il l'a poussé 1-7, c'est tout. Et en plus, il l'a perdu. Donc il a encore... C'est gigantesque le travail qu'il a encore à fournir, mais on ne peut pas dire que ces mecs-là bossent pas et même qu'ils n'avancent pas. Mais oui, après Deminor, le pauvre... en quart, il se retrouve toujours contre Sinner ou Alcaraz ou Djoko à Wimbledon. Peut-être qu'un jour, il affrontera un mec un petit peu moins huppé en quart et qui, pour moi, c'est pas le problème des quarts pour Deminor. Le problème, c'est qu'il bute contre des gars qui sont beaucoup plus forts que lui, mais il progresse quand même. Donc ça bosse derrière. Mais oui, ils sont très loin. Et le problème, c'est qu'encore une fois, Alcaraz et Sinner, ils sont beaucoup plus forts aujourd'hui, notamment Alcaraz, qu'il y a 1 an ou 1 an et demi, où ils gagnaient déjà des grands chelems. Tout le monde progresse. Donc c'est compliqué. Mais après, il faut peut-être qu'ils se lient tous. Parce que pour éventuellement arriver à les mettre en difficulté, ce serait bien quand même de les amener en 4-7, en 5-7, Oui. Ouais. à partir du début de la deuxième Ouais, que semaine. chacun Et donc fasse de sa part du boulot, quoi. Exactement. Et qu'on puisse leur remercier après au micro. Essayer de les Merci entamer un petit peu, quoi. Je vous ai vu super attentif au discours de Novak Djokovic lors de la cérémonie des remises des trophées. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez sur le discours de Novak. C'est quoi la suite, Nico, pour le Serbe? Je ne sais pas si vous avez pensé, s'il y avait eu 25 aujourd'hui, s'il avait pouvoir faire de grandes annonces après le 25. Non. Ça m'a jamais traversé Ok. l'esprit. C'est quoi la Mais- suite? Bah, c'est Roland. Vraiment, on continue et la quête du 25 à tout prix? Après, c'est ça, pour le coup, c'est une question que je me suis
posé, du moins à la fin de la finale, après la cérémonie, où effectivement, en plus, il laisse planer le doute, on l'a dit tout à l'heure, sans dire au public à l'année prochaine, Oui, ce genre de choses. Après, il est coutumier du fait, Novak, depuis maintenant un petit moment par rapport à ça, mais sur la question de est-ce que ça le découragerait ou pas. Autant l'année dernière, à avoir senti les deux et voir qu'il était tellement loin, il pouvait éventuellement se décourager. Là, en soi, il n'est pas forcément si loin que ça. Il s'en est déjà cogné un qui était Sinner en demi. Et sur cette finale, si effectivement le match contre Sinner, il est un petit peu moins entamé physiquement. S'il ne se finit pas à 2h du mat, exactement. S'il joue en premier, peut-être. Donc, en soi, sa quête est toujours le 25e. Il ne l'a toujours pas atteint. Il n'en était pas forcément si loin que ça, là, sur cette première levée du Grand Chelem. De là à dire que ce sera Roland, je ne pense pas que ce soit forcément la surface sur laquelle ça va être le plus simple. C'était en Australie où il était le plus proche sur les surfaces qui vont arriver. Je pense qu'à Wimbledon, il peut avoir vraiment sa chance. Mais qu'est-ce qu'il a approuvé, Laurent? Parce que vous disiez tous les deux, ni à lui même. Et il a arrêté. Souvent, il y avait cette comparaison avec Roger et Rafa. Mais tu le vois arrêter en 2026? Je pense. En 2026, non. Okay. Non, je pense vraiment que c'est vrai qu'on s'était posé la question ce matin entre nous en se disant, et s'il gagne, est-ce qu'il est capable de dire ciao les gars, je viens de taper les deux jeunes là, qui paraît-il étaient au-dessus de tout le monde. Bon moi je m'arrête. Je ne crois pas qu'il aurait fait ça. J'en sais rien, mais on ne le saura jamais. Mais je ne pense pas. Il y a quelques mois, il avait dit qu'il avait Los Angeles 2028 dans son viseur. Moi, ça me paraît loin et je pense ça va dépendre de ce qui va se passer, de ce qu'il va gagner ou pas, d'ailleurs, dans les années qui viennent. Mais je crois que tant qu'il se sent compétitif, il ne bluffait pas ces derniers mois quand il disait... On ne se rend pas compte de ce que ça demande, Laurent. Enfin, oui, mais lui, il a la conviction de pouvoir encore le faire. Et je pense qu'il l'a encore plus maintenant qu'avant cet Open d'Australie. Oui. Quand il le disait à Roland, à Wimbledon ou à l'US l'année dernière, certains lui riaient au nez. Ou riait en douce, parce qu'on ne rit pas au nez de Novak Djokovic, mais on rit dans son dos, en se disant non mais Novak, t'es gentil, mais là, c'est fini pour toi. Donc tu feras tes demi-finales, c'est déjà très très fort à 38 ans, mais les titres, tu oublies. Enfin là, je pense quand même que tout le monde a compris qu'il était encore sacrément compétitif. Après, est-ce qu'il peut enchaîner les deux dans un grand chelem ? Ça me paraît compliqué. Comme disait Nico, il arrivera peut-être pas toujours en demi avec un forfait puis un abandon, ou l'inverse, pour être avec le réservoir rempli à 90% au moment des demi. Mais tennistiquement, et puis il a toujours cette envie, et puis physiquement, c'est encore un monstre quand même si là, ça a été dur aujourd'hui, mais ça aurait été dur pour tout le monde après avoir fini à 2h du mat vendredi. Donc moi, je suis vraiment impressionné, et il me semble qu'il mérite au moins qu'on le laisse décider de la fin de ses ambitions. Et pour l'instant, il a toujours beaucoup d'ambition, à mon avis. C'est quoi ta meilleure version de Novak, Nico? C'est quelle période, c'est quelle image, c'est quel tournoi? Et est-ce que tu es encore plus bluffé quand je te demande meilleure version? Ça peut être là, parce qu'à 38 ans, il va en finale d'un Grand Chelem, et il est loin d'être ridicule en finale face à Alcaraz. C'est quoi le meilleur Novak que tu as vu? C'est lequel? Pour parler français. Il y en a plein, plein sur certaines finales, dont celle de Melbourne contre Rafa, il y a celle à Wim contre Roger, que Roger ne doit jamais, pour moi, perdre. Il y en a eu tellement. Ça, c'est ton meilleur Novak. En fait, pas encore plus bluffé. Non, moi, le meilleur Novak a été la bascule, la mainmise psychologique sur Roger et Rafa, où il y a eu une bascule, alors je ne saurais pas forcément la dater, où il y arrivait à un moment donné où ça y est, c'était terminé, il ne perdait plus contre eux. C'est fini. Il ne perdait plus contre eux. Où là, tu sentais qu'il est au-delà de l'aspect tennistique, comme il le fait très souvent, je vous parlais tout à l'heure de Musetti, il gagne les matchs limite avant de les jouer. Après, quand on voit là ce qu'il est en train de faire, moi, tennistiquement parlant, contre Sinner, on parlait tout à l'heure de l'approche un petit peu tactique d'un Sinner et comment a réussi à réorienter un petit peu un Alcaraz sur la finale. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu Djoko en coup droit jouer de la sorte. C'était pas une faute. Il envoyait des missiles aux quatre coins du court dès qu'il touchait la balle. Donc là c'est assez faramineux ce qu'il fait à l'âge qu'il a. Donc la meilleure version de lui-même, je dirais que c'est aujourd'hui, d'autant plus à l'âge qu'il a. C'est génial de dire ça. C'est que la meilleure version, Nico dit, la meilleure version, ça peut être un Djokovic à 38 ans, parce que tu m'as toujours dit, on progresse d'année en année, t'inquiète pas, tu progresses.
Il faut garder espoir, on progresse, même ces garçons-là progressent. Mais, on m'a ça, toujours dit. mais bien sûr, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Novak aussi agressif et offensif dans les prises d'initiative sur le court. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, je pense. Mais c'est laquelle ta meilleure version, Laurent, de lui? Je sais pas, 2011, il y a quand même la période 2015-2016 où il fait quand même le Grand Chelem à cheval sur 2 ans. Moi, c'est peut-être 2021 quand même, l'année où il fait... Où il peut faire le Grand Chelem il peut faire calendaire. le Grand Chelem, il ne faut pas oublier, parce que pour moi, cette année-là, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait à une autre période, c'est battre le meilleur Nadal à Roland-Garros. En 2015, c'était un Rafa quand même très en dedans. 2021, il était très très fort, Nadal. Et l'avoir battu dans cette demi-finale mythique, c'était quand même assez fantastique. Federer, lui, était moins là, mais cette année-là, quand même, c'est quand même le dernier joueur là, qui est passé à un match du Grand Chelem calendaire. Et ça, je crois qu'on... C'est une image de la détresse. Après des grands Joko, il y en a eu beaucoup. Et je La pense finale des Jeux aussi. Ouais, la finale des Jeux qui a beaucoup. Oui. Enfin, de toute façon, le gars, il a gagné. Il a tout gagné. Donc oui, il a gagné 3 fois chaque Grand Chelem. Tout est complètement délirant. Et si on nous avait parlé de ça il y a 20 ans, mais tout le monde aurait dit non, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Si lui, il a prouvé que ça l'était. Je n'ose même pas vous imaginer s'il y avait eu 25 aujourd'hui. Pour moi, s'il gagne aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand exploit. Alors, pas simplement sur la finale en tant que telle, hein, mais non. donc sur la quinzaine, sur le fait d'aller le résultat final, c'est pas loin d'être le plus grand exploit sportif. Sportif. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Pour toi, c'est le plus grand sportif. À l'âge qu'il a, avec cette quête, avec l'année dernière où il restait bloqué en demi, d'aller se chercher les 2 genoux derrière et se les taper coup sur coup, demi-finale. C'est de battre les deux. C'est pas juste le 25e en ayant battu Mensik en demi et Zverev en finale. C'est en plus en ayant Sinner en demi et Alcaraz en finale. Ça aurait été dingue. Donc tu remets en cause ça. Parce qu'il n'y a pas le 25 aujourd'hui, pour l'instant, selon toi, c'est pas encore le plus grand sportif de l'histoire. Eh ben oui, on va en reparler. J'ai parlé d'exploit sportif et pas sportif. Ouais. D'accord. Je pensais que tu me disais si ça avait été 25 aujourd'hui. Vu comment t'essayes de... Mais on essaie sur un zag et on est parti. C'est vrai que cette victoire-là, il aurait été quand même le plus vieux vainqueur en Grand Chelem chez les hommes. Depuis Arthur Gore en 1909. Il n'y a pas un 41 ans? Tu l'as bien connu. C'était bien lu. Tu l'as bien 41 connu. ans pour Arthur. Et surtout, voilà, c'est ce que dit Nico, c'est de battre Sinner et Alcaraz derrière. Parce que honnêtement, tu m'aurais dit il y a 6 mois, est-ce que Djokovic peut encore gagner un Grand Chelem? Je t'aurais dit oui, mais avec des circonstances exceptionnelles. Il faudrait que Alcaraz ou Sinner ne soient pas là parce qu'il est blessé et que l'autre se fasse éliminer par un Zverev, par qui tu veux. Là, oui, parce que tous les autres, il peut les battre. Mais enchaîner Sinner et Alcaraz, pour moi, en 3-7 gagnants, c'était vraiment impossible. Et d'ailleurs, ça n'a pas été possible. Mais s'il l'avait fait, oui, ça aurait été vraiment un exploit. Même à son échelle, même à l'échelle de tout ce qu'il a accompli, ça aurait dépassé tout le reste pour moi. Le fameux concours de circonstances, comme Roger quand il va chercher Roland. Il faut parfois des petits coups de main, ouais. Régal, messieurs, régal avec vous. Il y a plein de choses dans cette année. Ça va se poursuivre. Il y a encore beaucoup de rendez-vous tennis. Ils ont été très bons, surtout Nico, sur qui va gagner l'Open d'Australie 2026. Il a dit il y a 6 mois, ce sera Carlos Alcaraz en 4. Il a presque toujours raison, Nico. Carlos Alcaraz va faire le Grand Chelem calendaire cette année en 2 secondes. Non. Laurent? Non. Ok. Des rendez-vous. Vous retrouvez Nico sur Eurosport, sur HBO Max. Je crois qu'il y a Rotterdam avec vous, Nico. Il y a Dallas et Rotterdam la semaine du 9. Semaine du 16 avec Doha et Rio, semaine du 23 avec Dubaï et Acapulco. Ce sont uniquement des tournois ATP 500. Il y aura Indian Wells et Miami sur Eurosport, sur HBO Max. Il y a Retour gagnant toutes les semaines sur la page YouTube d'Eurosport également, orchestré de main de maître par Sébastien Petit. 2 rendez-vous. Nico a parlé d'un documentaire. Laurent, aide-moi, qui est génial sur la finale 2012. Oui. Qui est disponible sur HBO Max. Tout à fait. Regardez ce documentaire. C'est juste dingo. Documentaire de Laurent Vergne, signé Laurent Vergne, sur une histoire de France, le biathlon et pourquoi ça marche aussi bien depuis tant d'années pour le biathlon français, sur HBO Max avec Laurent. C'est extraordinaire. Les Jeux Olympiques, ça commence dès mercredi et vendredi sur la cérémonie d'ouverture. Merci Nico. Merci Tom. Rotterdam, lundi 9. Merci Lolo. Bon JO, Thomas. Bon JO. Ouais. Papier sur eurosport.fr. Il y en a beaucoup en ligne là. Allez-y, cliquez. Merci à Seb Petit. Portez-vous bien.